ce matin, nous allons parler de la pollution des cires gaufrées. Voilà. Pourquoi? Parce qu'à l'UNAV, nous avons été interpellés par un apiculteur, un jeune professionnel, qui était en bio, certifié bio, et qui avait acheté de la cire certifiée bio, et qui a eu un contrôle d'Ecocer, de l'organisme certificateur, dans lequel ils ont trouvé plein de molécules, et c'est l'objet de cette conférence. Donc nous avons travaillé, nous avons à l'UNAV des conseillers scientifiques que je voudrais citer et remercier parce qu'ils sont purement bénévoles. C'est donc Antoine Caron qui est ici, donc qui est chimiste, qui était chercheur. Marc-Édouard Collin, que tout le monde connaît, qui était vétérinaire et chercheur. Et Janine Kévich, qui réside en Espagne et qui nous rend des services, plutôt par Internet, mais qui nous rend beaucoup de services, toujours bénévolement. Je demande même de les applaudir, parce que ce sont des bénévoles. Donc, suite à ce problème, on a dit qu'il faut faire quelque chose. On a aussi d'autres apiculteurs qui avaient eu des problèmes. Certains voyaient que le couvain mourait sur les cires gaufrées, des choses comme ça. Nous avons commandé ici en Auvergne, parce que c'est un peu central, par les agriculteurs professionnels, ont commandé de la cire gaufrée. Et avec un huissier de justice, nous avons pris une feuille de chaque paquet que nous avons fait analyser en Allemagne par le laboratoire Intertech pour tout simplement savoir ce qu'il y avait dans ces cires. Je vais vous présenter donc, une étude qui a été entreprise par l'UNAF pour faire l'état des lieux des résidus de pesticides dans les cires, disons un certain nombre de cires qu'on peut trouver sur le marché français. Alors, comme il a été dit, donc je vais passer rapidement. Fin 2015, donc, il y avait quelques miels label bio qui ont été déclassés suite à des présences de résidus de molécules interdites. C'est ce qui a conduit l'UNAF à prendre ce problème en main. Mais c'est vrai qu'il faut ajouter également, par ailleurs, courant 2016, il y a des apiculteurs qui ont rencontré des difficultés pour faire construire les abeilles et ont suspecté l'origine des cires. Donc notamment avec des couvains mosaïques. Il y a l'Adara Rhône-Alpes qui également travaille sur ce sujet. Donc ce problème dépasse d'ailleurs la France, puisque également donc, les services fédéraux belges ont pris en charge ce point et font des enquêtes pour essayer de trouver l'origine de ces problèmes. Donc, et puis en Allemagne également, avec où ils suspectent la présence de molécules de synthèse. C'est vrai que c'est un intrant majeur dans les ruches. Et donc c'est quand même intéressant quand on a un intrant important de savoir quelle est sa qualité d'une façon globale. Dans la littérature scientifique, il y a déjà des études qui ont été faites, alors principalement sur les cires construites. Il y a beaucoup moins d'études sur les cires uniquement gros frais qu'on trouve chez les ciriers. Mais c'est vrai, donc il y a beaucoup de constats, on sait qu'il y a des résidus, c'est pas du tout nouveau. Mais donc il y a ce constat, mais c'est vrai qu'on trouve peu de solutions à ces problèmes. Et donc nous, quelque part, un peu notre ambition, c'est quand même d'essayer de proposer des solutions pour améliorer cette situation. Alors je voulais citer quand même une publication de Lodesani en Italie en 2003 sur des cires bio, et parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de normes en termes de résidus. Et donc, cette personne a proposé un total de résidus maximum pour essayer de savoir si les cires pouvaient être classées bio ou non bio. Mais ça n'est resté qu'au niveau de la publication, il n'y a pas eu d'effet derrière. Actuellement, on ne trouve pratiquement pas d'études des cires gaufrées disponibles sur le marché. Nous avons répertorié un certain nombre de ciriers qu'on trouve donc, en France, et également de revendeurs de cire qui sont quand même importants sur le marché. Donc nous avons choisi 12 fournisseurs. Et puis, donc, il y a un fournisseur, nous avons fait l'analyse de 3 lots, 3 fournisseurs de lots et 8 fournisseurs un lot. Alors, en fait, les choix se sont faits aussi en fonction de la disponibilité des cires sur le marché. Ce n'était pas toujours évident de trouver plusieurs lots de qualité différentes chez un même fournisseur. Donc, au total, on a fait l'analyse de 17 lots. 2 lots qu'on a considérés comme étant des lots de référence. C'est-à-dire qu'il y a un lot qui vient de chez Alain Roby, donc, qui est un apiculteur et qui a fait construire ses abeilles. Un autre lot, donc, qui est le lot Perrono, donc, qui lui est un lot très ancien et pour lequel on a essayé de voir aussi quels étaient les résidus qu'on aurait pu trouver dans le passé.
Et ensuite, donc 12 lots de qualité standard et puis 4 lots de qualité plus. Alors, j'ai simplement appelé qualité plus pour avoir une dénomination générale, sachant que dedans, il y a des lots qui sont des lots d'opercules, des lots bio, et puis des lots qui sont effectivement vendus avec un qualificatif pour montrer que c'est un lot différent d'un lot standard. Voilà. Alors ensuite, tous les résultats qui vont être présentés ne seront pas présentés scierie par scierie ou revendeur par revendeur, parce qu'on est bien conscient qu'avec l'analyse d'uniquement 17 lots, on ne peut pas avoir une vue vraiment fine de ce qu'il y a sur le marché, mais c'est plus un flash qu'on a voulu faire sur ces cires. Donc les analyses ont été faites chez Intertech, donc par des techniques, on va dire, classiques. En gros, 290 pesticides sont recherchés. La limite de quantification est de 0,01 mg par kilo, ou disons 0,01 ppm. Alors qu'avons-nous trouvé? Donc globalement, au total, on a pu trouver 38 molécules différentes. Alors 10 molécules qui sont sur le plan analytique qu'on appelle identifiées, donc dont la quantité est inférieure à la limite de quantification, donc qui est de 0,01 mg par kilo, et puis 28 molécules quantifiées. Alors par lot, on a trouvé au minimum 3 molécules et au maximum 15 molécules, donc ça fait quand même un facteur 5 entre les lots. On a trouvé 12 molécules quantifiées et non autorisées, avec un minimum de 2 et un maximum de 4. Et puis globalement, on a trouvé donc 7 acaricides, 2 synergistes, 9 fongicides, 19 insecticides et 5 désherbants. Alors bien sûr, tout ça dans des quantités différentes et qu'on va un peu regarder par la suite. Donc voilà graphiquement comment ça se présente. Donc en abscisse, donc on a les lots AB jusqu'à Q. Et puis donc en ordonnée, on a les quantités retrouvées, alors donc entre 0 et 15 ou 16 mg par kilo. Et donc par exemple, donc, en bleu, sur le lot A, on voit qu'il y a 3 au total, quand on fait le total des résidus, on a 3 mg par kilo. Le lot B, on a à peu près 0,3 mg, et ainsi de suite. Donc ça c'est pour les barres bleues. Et globalement, si on regarde ces barres bleues, on voit à peu près 3 niveaux différents. Un niveau, on a en gros, on est de l'ordre de 0,3 mg par kilo. Et dans ces lots, on retrouve principalement les lots donc de qualité plus, tels que je les ai définis précédemment. Et puis, on retrouve également des lots de qualité standard, mais qui présentent des quantités de résidus quand même assez faibles. Et donc, dans 0,3 mg, on trouve notamment notre lot de référence Alain Roby, donc qui est quand même d'une qualité avec des résidus minimum. Ensuite, on a la gamme, on va dire 3,5 mg, où là, on retrouve quelques lots donc, qui sont de qualité plus, et puis le lot ancien, là, Perono, donc, qui contenait principalement comme molécule importante du tofluvaminate, et puis également après des lots vendus en qualité standard. Et puis après, donc, on a des lots qui varient entre 5 et 7 mg par kilo. Et là, ce sont tous les lots de qualité dite standard. Alors on a également donc, sur ce graphique les molécules en nombre, donc c'est les barres en rose-violet. Donc le minimum c'est de l'ordre de 3 molécules quantifiées, et puis ça va jusqu'à 15 molécules quantifiées. Donc là on a en termes de nombre de molécules une variabilité beaucoup plus importante. Donc ce qu'on peut dire peut-être en plus donc sur ces lots qualité plus, c'est qu'on a quand même pu quantifier 16 molécules différentes, et les quantités vont de 0,3 mg à 3 mg. Et en termes de résidus, ce qu'on peut dire d'une façon générale, c'est vrai qu'elles sont quand même d'une façon générale meilleures que les lots non spécifiés, mais parmi les lots spécifiés, parmi les lots dits standards, on trouve quand même des lots de bonne qualité, enfin, disons avec des résidus le plus bas possible, enfin, parmi les plus bas. Alors quel type de résidus trouve-t-on? Donc on trouve des acaricides, donc tous les acaricides qui ont pu être utilisés notamment par les agriculteurs pour traiter leurs ruches, donc du tofluvaminate qu'on retrouve dans 100% des lots. Donc avec un minimum au niveau pratiquement de 0,1 mg par kilo jusqu'à 6.
Ensuite, on retrouve du Coumaphos dans 88% des lots, et donc quantifié et identifié dans 94%. Et là, on a des valeurs qui varient de la limite de quantification jusqu'à 2 mg. On retrouve globalisé amylase et métabolites dans en gros 60% des lots. Ensuite, on retrouve également de la propargite dans 76% des lots. Alors avec des quantités de pratiquement la limite de quantification jusqu'à 1 mg, sachant que ce produit, la première approbation date de 69 et il a été interdit en 2011. Et puis on retrouve également, donc après, en plus petite quantité, du chlorphénolphos, du promoxylate et de l'actinapine. Alors ensuite, on trouve également des synergistes, dont vous avez pu avoir la conférence hier ou avant-hier de Marc-Édouard sur toutes les synergies. Donc celui-ci étant cette molécule, donc le butoxyde de butyronide étant identifié comme étant spécifiquement un synergiste. C'est un produit qui est principalement utilisé pour le traitement des locaux et des denrées entreposées. Les insecticides qu'on trouve quand même en plus petite quantité, mais c'est des insecticides principalement qui sont utilisés pour le traitement du bois, traitement des locaux, chiens, chats, tels que permétrine, tétramétrine et cypermétrine. Les répulsifs insectes, et puis également on trouve par exemple du lindane qui est interdit quand même depuis un nombre d'années conséquentes. Des fongicides, pentachloroanisole, fongicides du bois, phénylphénol et hydrodiol. Alors bon, tout ça bien sûr c'est pas nouveau, je dirais quelque part c'est pas nouveau, donc ça, une fois de plus ça met en évidence de manière une pollution générale de l'environnement. Et puis après, donc la question qu'on s'est posée, est-ce que ces quantités retrouvées sont élevées ou est-ce que l'on doit les considérer comme étant importantes? Alors bon, la première chose, c'est qu'il faut se souvenir donc, que les abeilles sont en contact directement de ces produits. Et là, je pense qu'on peut dire, je ne l'ai pas écrit, mais c'est un peu chronique, puisque c'est de façon constante. Quand on a vu donc les différentes conférences et quand on voit les quantités qui sont retrouvées, on peut s'attendre à des effets possibles sublétaux et puis à des effets de synergie quand on voit le nombre de molécules que l'on peut retrouver. Alors ceci étant, il faut quand même rappeler que les quantités qu'on trouve dans les cires sont nettement supérieures à ce qu'on peut retrouver dans le miel et le pollen. Donc si on se base sur une limite maximum de résidus classique, on va dire de 0,01 mg par kilo, dans les cires, puisque là on a principalement des produits hydrophobes dans les cires, alors que le miel n'est pas hydrophobe. Donc dans les cires, on retrouve jusqu'à 70 fois les quantités qu'on pourrait trouver dans le miel. Donc je pense qu'il ne faut pas du tout comparer ce qu'on trouve dans le miel et ce qu'on trouve dans les cires. Bon, et puis tel qu'il a été dit, donc il y a des réelles différences entre les lots. Alors suite à ces résultats, donc, on a fait une réunion avec les ciriers au mois de juin. Donc, la grande majorité des ciriers sont venus parce que bien sûr ils sont intéressés par leurs produits, mais qui est aussi le produit des agriculteurs, et pour voir et discuter comment on pouvait essayer d'avancer. Alors on a également une réunion avec l'ISAP, l'Institut de l'abeille, où ces résultats ont été présentés, pour voir également au niveau de cet institut dit technique, ce qui serait possible de faire pour améliorer cette situation, si on souhaite l'améliorer. Et puis une réunion également avec le CNOPSA, donc le Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, pour également présenter ces résultats de manière à être complètement transparent. Alors, suite à toutes ces réunions, je dirais, on a pu commencer à dégager quelques améliorations, donc une proposition d'amélioration de la filière cire d'abeille. Donc, je vais les présenter en 3 points. Le premier point, j'ai appelé ça favoriser les pratiques circuit court, parce que c'est quelque chose qui se pratique de plus en plus. Pour la cire d'abeille, c'est déjà pratiqué, mais il faut peut-être le faire connaître et le développer. Ensuite, c'est certaines propositions pour voir comment on pourrait améliorer le contrat entre l'agriculteur qui vend ses pains de cire et le cirier. Et puis, parce que ça c'est quand même un point important dans le processus. Et puis ensuite, comment améliorer le contrat, entre guillemets, c'était tout à fait, je dirais simplement une dénomination, améliorer le contrat entre le cirier qui revend ses cires gaufrées à l'apiculteur. Alors pour le premier point, donc favoriser les pratiques circuit court, je crois qu'il y a déjà des choses qui je suis sûr, il y a déjà des choses qui se font. Donc pour l'agriculteur professionnel, je pense que tout le monde serait, disons que
ça serait bien, ça se fait déjà, mais il faudrait peut-être le développer, donc chacun travaille son propre cire, parce qu'au moins il sait ce qu'il fait dans son exploitation, et donc il n'aurait pas à avoir des intrants peut-être de qualité moins bonne ou avec moins de caractérisation. Et puis pour l'agriculture familiale, donc là on cherche peut-être moins le rendement, mais plus à développer un produit juste pour la consommation familiale. Une recommandation, ça pourrait être de faire construire les abeilles, et notamment donc, dans le dernier numéro de Abeilles et Fleurs, il y a un article qui décrit comment travailler avec les caves rassemblage, et donc c'est quelque chose qui pourrait être mis en avant, ou même plus simplement, plutôt que de mettre des cires gaufrées entières, ne serait-ce qu'en mettre la moitié, et que les abeilles construisent la moitié, ça vous fera déjà 2 fois moins de résidus dans vos cires. Ensuite, améliorer le contrat entre l'agriculteur qui vend ses pains de cire et le cirier. Alors là, on a discuté avec les ciriers, donc on a considéré que ça serait bien de compléter les pratiques apicoles avec un volet traitement des cires, pour décrire les bonnes pratiques de traitement des cires. Bon, là, j'ai peut-être un peu résumé, donc par exemple, ne pas mélanger les origines de cire, opercules et corps. Les pratiques de fond, développer un contrat. Alors, il y a déjà des contrats apparemment entre les apiculteurs et les ciriers, mais voir en commun, essayer d'améliorer ce contrat, peut-être pour qu'il soit quand même un peu plus que simplement un engagement papier où on ne comprend pas. Peut-être que certains apiculteurs n'ont pas compris quel pouvait être l'intérêt de ce type de document. Favoriser le groupement d'apiculteurs. Alors sur ce sujet, il y a la société Réunion qui s'est proposée pour décrire ces bonnes pratiques. C'est quelque chose qu'on va essayer de diffuser le plus largement possible. Donc toujours entre l'apiculteur qui vend ses cires, ses pains de cire et le cirier, mettre en place une étude de l'analyse des résidus. Donc alors, il y a, en discutant, alors c'est vrai que ça pose des problèmes, notamment apparemment sur l'échantillonnage. C'est vrai qu'il faut avoir un échantillonnage représentatif pour pouvoir avoir des valeurs fiables. Donc ça, c'est un sujet qui sera certainement à discuter, voir jusqu'où il faudrait aller. Peut-être plus systématiquement, quand il y a des analyses qui sont faites par les ciriers, parce que les ciriers font en fait pas mal d'analyses, des lots de cire, communiquer les résultats aux apiculteurs, que chacun soit conscient donc, de la qualité de cire qu'il a en termes de résidus, ça ne veut pas dire non plus que c'est le seul paramètre à prendre en compte. Et puis, moi, quelque chose qui me paraissait intéressant, c'est donc, puisqu'il y a pas mal d'analyses qui sont faites, c'est de pouvoir utiliser tous ces résultats d'analyse et en faire un traitement statistique pour voir si on a des points particuliers qui peuvent ressortir. Donc cette fois entre le cirier qui vend ses cires gaufrées et l'acheteur, je pense que dans la littérature on ne trouve pas beaucoup de références sur les procédés de transformation de ces pains de cire pour refaire des cires gaufrées. Il y a peut-être un travail qui serait à faire pour voir comment on pourrait améliorer ces procédés. Alors il y a certains ciriers qui travaillent dessus, mais c'est vrai que ça serait peut-être important de développer ça de façon plus conséquente. Sachant que, bien sûr, il peut y avoir des contreparties, c'est-à-dire qu'un procédé plus complexe, ça il faut l'entendre, c'est forcément quelque part, certainement, un coût de la cire qui pourrait être plus élevé. Ensuite, alors actuellement, on a des qualités de cire, cire d'opercule, cire bio et autres, mais on n'a pas, sont basés simplement sur la qualité du produit qui est fourni par l'apiculteur, mais on n'a pas de mesure vraiment quantitative pour définir ce qu'est une cire de qualité spécifique. Donc pourquoi pas imaginer donc, de travailler ce point, notamment on pourrait peut-être appeler une espèce de label, donc en prenant en compte l'origine des cires, qu'elles soient françaises ou non, puisque ça c'est un point qui n'a pas été développé, mais c'est vrai qu'il y a également des origines différentes, ce ne sont pas que des cires d'origine française qui se retrouvent sur le marché français. Donc ça veut dire peut-être faire une étude du marché, sa complexité, ses contraintes, puisque les ciriers ont aussi leur mot à dire sur ces aspects-là. La composition naturelle ou de synthèse, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Et puis, effectivement, la nature et la teneur des résidus. Donc là, j'ai repris les mêmes résultats, donc tout simplement en les classant en termes de quantité totale, avec les plus faibles aux plus fortes. Et donc, on retrouve bien donc, des cires qui sont autour de 0,3
les cires autour de d'eux et les cires qui sont au-dessus. Donc ça pourrait peut-être permettre, de façon assez grossière, je dirais, de définir des quantités acceptables, sachant qu'on peut également travailler, et Marc Edouard a travaillé ce sujet, de voir plus particulièrement résidu par résidu, ce qui serait acceptable ou pas acceptable. Voilà, donc ça c'est ma dernière slide, simplement pour dire que dans la littérature, donc en 99, il y a Klaus Wallner, donc qui a pas mal publié sur le sujet, avec beaucoup d'informations, et puis à un moment donné, c'est vrai que j'étais un peu déçu parce qu'on trouve cette phrase, une de ses conclusions, c'est une cire sans résidu sera toujours meilleure qu'une cire avec résidu. Alors ça paraît un peu une impalissade, mais il faut se poser la question de pourquoi il a écrit ça. Je pense qu'il a écrit ça à un moment donné parce qu'à son niveau ou dans son contexte, il n'a pas réussi à mettre en place des moyens pour réellement sur le terrain faire évoluer les choses. Et je dirais que peut-être de façon ambitieuse, enfin nous, il me semble que notre objectif, apiculteurs et ciriers, c'est d'essayer de faire évoluer cette situation, donc de prendre en compte les propositions, de les rediscuter avec les ciriers, de manière à ce que effectivement la situation soit plus claire pour tout le monde. Voilà, merci de votre attention. Bon, merci Antoine, il nous reste 5 minutes, donc notre conseiller scientifique, Marc-Edouard Collin, va peut-être pas poser une question, mais donner un petit peu complément d'information, donner son point de vue, voilà. Ouais, vas-y. Welcome. C'est un travail collectif, comme chacun peut le voir. Nous avons une expérience très importante chez nous. Comme on a commencé le travail de des années, ça vient d'un travail qu'on a fait avec lui comme association. Parce qu'on a commencé de la fin des années 90 à travailler beaucoup sur le bio. Et donc, on a aujourd'hui plus que le 10% de rouge bio. Et le problème, un des problèmes, c'est le problème de la cire. Donc, je dois vous dire avant tout que pour avoir des cires propres, il y a les suivants problèmes. J'essaie d'être très bref. Mais qu'il soit d'opercule ou de nid, ça veut dire rien. Ça dépend qu'est-ce qu'il y a dans les nids. Qu'il soit bâti naturellement ou autre, ça dépend qu'est-ce qu'il y a dans les nids, toujours. Donc, parce que ça migre. Les abeilles vont migrer tout. C'est tout en continuel. 3. L'analyse, c'est pas si simple parce que c'est pas causel où va se poser la molécule dans ce matériel. Donc, le problème, c'est un problème énorme. Monsieur Wallner a posé ça parce qu'il y a eu le cas en Suisse de paradichlore-benzol qui a été utilisé pour conserver les cadres et qui a posé bien des problèmes. Et ce que je veux dire, c'est que le problème, aussi dans les circuits familiales, bref, c'est un problème qui touche soit à la production, ce qu'on utilise comme agriculteur, il reste. C'est ça. C'est tout ça, simplement ça. Et va s'accumuler pendant les années. Et soit la transformation. Parce que, par exemple, le problème énorme qu'on a dû mettre en place, c'est un contrat d'échantillonnage. Et l'échantillonnage, c'est très difficile, des moules. Et l'analyse après, payée par l'agriculteur, des gaufrets. Et s'il y a des problèmes, on revient au moule pour voir l'échantillonnage avec le trois échantillons, toute cette affaire-là. Et aujourd'hui, ce que nous voyons, en effet, c'est, moi, je suis bien fier de dire, mais moi, Diego, bien d'autres de nous, que je suis vierge, incroyablement. Il a fallu du temps, mais je suis redevenu vierge. Et ça, j'ai fait il y a 2 ans une tonne de cire,
Et je peux travailler le nid comme mais ça pose le problème de la gestion, de quoi on utilise, comment on l'utilise, et se rendre compte qu'en effet, c'est un problème très grave pour la santé des abeilles. On n'a pas, sauf que des cires de l'Asie et de l'Afrique, normalement, des problèmes si graves avec les molécules de l'environnement. On a, mais ce n'est pas si grave. Le problème plus grave qu'on voit, ce sont nos molécules, les molécules acaristiques. Il faudrait parler encore, on peut collaborer à ce propos. Je vous pose un thème. Le problème, c'est aussi la qualité des labos, la qualité de l'analyse. Chez nous, il y a un seul labo qui fait la micronisation de l'échantillon et après, il va le dissoudre dans le solvant. C'est tout autre chose que dissoudre dans le solvant des pièces. Et donc, là aussi, il faut travailler, il faut bâtir un parcours. Merci. Merci Francesco, je crois qu'on peut l'applaudir. Je crois, Francesco, comme tu viens de nous le proposer, c'est que nous, ce qu'on va faire à l'UNAF, c'est qu'on va voir avec toi, peut-être via Noah ou au niveau de Bilal, peut-être par mail, voir un petit peu ce que toi tu as fait pour arriver à une cire vierge, parce que ça nous fera gagner du temps. Et encore une fois, merci. Donc je crois qu'on arrive au terme de merci Antoine, et je vous demande de les applaudir. Hein.